Bonjour à tous, bienvenue dans cette Agora du futur. Alors, l'Agora du futur, les Agoras du futur, sont des événements qui ont lieu d'un rythme un peu irrégulier, mais enfin, on essaye d'en faire un par mois ou un tous les 2 mois, sous forme de webinaires. Enfin, le terme exact, c'est plutôt visioconférence, hein, parce que un webinaire, en général, c'est du top-down. Voilà. Sur un sujet général, souvent lié à la publication d'un livre, c'est le cas ce soir, parfois lié bon, à un auteur, une personnalité qui a une expertise particulière, tournée toujours sur notre axe, qui est un axe de prospective, tout tourné vers le futur. Voilà. Alors, 2 mots sur la fabrique du futur. Donc, comme disait Christophe tout à l'heure, c'est une entité bicéphale. Le canal historique, c'est l'association La Fabrique du Futur, qui est née en 2006, avec l'idée de réconcilier l'innovation citoyenne avec l'innovation plutôt technologique. Je crois que c'est un sujet qui sera largement abordé dans cette soirée. Voilà, faire de la transdisciplinarité, bon, pour réunir les différentes approches. Voilà. On a été labellisé Living Lab en 2008. Ça, on en dira peut-être également un mot tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'association? On la qualifie souvent de think tank, dans la mesure où on a des activités à la fois de recherche, de publication, d'événements, et puis on fait du networking tout simplement. On réunit des gens qui s'intéressent à la prospective et puis on monte des groupes de travail. Voilà. Et puis sur la SAS, ben là je vais peut-être donner la parole à Christophe, hein, il sera très qualifié pour en parler. Voilà. Oui, merci Eric. Bon, très rapidement, la SAS, c'est le do tank de la Fabrique du Futur Co. Ça rassemble à ce jour 59 associés et nous sommes évidemment amenés à travailler avec des structures ou publiques ou privées sur leur futur, hein, des futurs à plus ou moins long terme à travers différentes offres qui sont des offres à la fois soit de construction, de prospectives qu'on appelle des prospectives collaboratives ou construction de prospectives thématiques sur voilà, des grands enjeux de transition. Et il y a également une partie liée à la formation, à la prospective. Très bien. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je vais euh, alors imaginer le futur à partir du passé. Ça, c'est un thème qui nous parle beaucoup parce que, en effet, quand on fait la prospective, c'est tout à fait intéressant. C'est ce qu'on prône, hein, à la Fabrique du futur, de s'appuyer sur de la systémique, sur une approche, disons, holistique des choses. Et donc, le passé fait partie justement de ces approches qu'il est tout à fait intéressant d'adopter, hein, quand on veut faire de la prospective. Voilà, donc quand le livre est paru, j'ai eu l'information il y a quelques mois, je me suis dit que c'était tout à fait intéressant de pouvoir inviter Joël et Bertrand à en parler. D'autant plus que, oui, c'est ce que j'ai pas dit, la Fabrique du Futur est membre du RRI, le réseau de recherche sur l'innovation. Hein, donc, on a une proximité avec ce réseau, qui est un réseau de chercheurs académiques sur l'innovation. Voilà, donc là, je passe la parole à Bertrand et à Joël. Merci, Eric. Juste, il y a visiblement Marie-France Vernier qui va intervenir avec nous à mi-parcours, qui est en salle d'attente et Ah, qui il faut aimerait la bien faire. pouvoir rentrer. Oui, oui, oui. Bien, alors merci Eric pour cette invitation, pour présenter à la fois cet ouvrage et puis
je dirais un petit peu le plaidoyer qu'on défend à travers un petit peu à la fois les recherches qu'on a menées en amont de cet ouvrage et puis cet ouvrage qu'on a co-dirigé avec Bertrand. Alors, la présentation qu'on va faire sur à peu près 45 minutes va consister déjà dans un premier temps à nous présenter. Donc, moi, très brièvement, Joël Fauré, je suis enseignant-chercheur à l'INSA Lyon. Mon thème de recherche, c'est le mode d'existence des innovations avec, je dirais, deux grands prismes, à la fois identifier, on va dire, tous les facteurs clés qui permettent justement de produire des innovations et pas des flops technologiques. Et plus récemment, une préoccupation très forte sur comment dépasser finalement une conception des objets techniques qui soit passer d'une conception technique à une conception usagée, mais pour réouvrir, on va dire, sur la question du sens pour la société. Donc voilà un petit peu pour dire très vite. Et sinon, je suis chargée de mission innovation et créativité au sein de mon établissement. Bertrand, je te passe la parole. Oui. Alors, oui, merci. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Bertrand Boquet, je suis professeur à l'Université de Lille et j'ai rejoint le laboratoire Histoire des technosciences en société du CNAM en 2016 sur les questions de relations entre sciences et société. Et je m'intéresse plus particulièrement à les dimensions des sciences et recherches participatives, non seulement leur étude, mais aussi leur mise en pratique. Je dirige au sein de l'Université de Lille, donc j'ai co-créé une boutique des sciences, qui est un dispositif d'interface justement qui travaille sur la demande sociale de recherche, essentiellement vers un public qui est constitué par les organisations de la société civile à but non lucratif, qui ont peu accès au monde de la recherche, donc typiquement des associations, par exemple, conseils de quartier, collectifs divers, et de traduire donc cette demande en questionnement, problématiques scientifiques, et de mettre en relation donc avec des chercheurs pour traiter, des chercheurs et des étudiants pour traiter les problématiques. Voilà, je suis membre également du réseau de recherche sur l'innovation, hein, comme Joël. On est en charge d'ailleurs de développer un axe de travail autour de ces questions, sciences-société. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour. On va peut-être demander à Marie-France juste de se présenter aussi brièvement, si elle nous a rejoint. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Bonjour à tous. Je suis Marie-France Vernier, également membre du réseau de recherche sur l'innovation. Je suis enseignant-chercheur dans une école de commerce à l'ESDES, située à l'Université catholique de Lyon. Et mes centres d'intérêt sont sur les innovations plutôt environnementales et les questions éthiques. Voilà. Donc, environnement, éthique, et puis également les questions liées à l'éco-conception. Voilà en quelques mots. Bien, notre présentation, on l'a structurée en 3 temps. Dans un premier temps, on va repartir de quelques exemples sur lesquels on a travaillé et qui nous avaient déjà persuadés, je dirais à titre individuel, du bien fondé de penser les innovations à partir du passé. Dans un deuxième temps, on reviendra sur, j'irai un petit peu la genèse de l'ouvrage Imaginer le futur à partir du passé. Et puis, dans un dernier temps, on essaiera de tirer quelques fils pour voir justement un petit peu toutes ces réflexions, comment elles peuvent nous aider à penser et à répondre, on va dire, à un certain nombre de grands défis contemporains auxquels on fait face aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vais débuter sur un premier exemple pour essayer de
d'expliquer un petit peu la portée heuristique de l'histoire à partir d'un exemple de la conception et du développement, je dirais, d'un procédé, donc d'une innovation de procédé qui s'appelle le TEL chez Saint-Gobain. Alors, le procédé TEL, il consiste à quoi? C'est le dispositif que vous voyez sur la figure en haut à droite. C'est un procédé qui permet de faire de la laine de verre. Vous savez, c'est ce dispositif qu'on utilise dans les bâtiments qui est jaune et qui a des fibres très, très fines de verre. Alors, du coup, nous, on a travaillé avec deux collègues dans le cadre, sur cet exemple. On avait pris deux exemples historiques chez Saint-Gobain et dont le procédé tel. Un procédé, en fait, qui émerge, dont les balbutiements, je dirais, dont le lancement du projet, c'est 1943. Et finalement, je dirais la mise au point et surtout l'utilisation du premier procédé, ce sera 1957. Donc, en fait, on a une période de 14 ans où ce projet va être développé. Et donc, on a travaillé sur les archives de Saint-Gobain pour essayer de comprendre un petit peu comment ça avait émergé, dans quel contexte, etc. Donc, partant de là, il y a un certain nombre de faits qui nous sont apparus très clairement. Le premier, qui est finalement un constat assez classique, c'est que l'innovation, elle n'apparaît jamais dans un désert. Il y a à la fois un enjeu, on va dire, très stratégique. 1943, je vous ai dit il y a quelques instants. Alors, pourquoi 1943? Parce que avant 1943, Saint-Gobain, en fait, ne souhaite pas développer un procédé d'isolation maison et travaille et utilise, je dirais, sous licence des procédés, notamment américains et allemands. Donc, jusqu'en 1943, ils utilisent ces procédés. Et puis, 1943, on est en pleine guerre. Et les relations, je dirais, avec les États-Unis sont très compliquées. L'accès à du verre, à la matière première, on va dire, est très compliqué. Et effectivement, il faut retravailler le procédé pour s'adapter à ce qu'on peut trouver. Et donc là émerge l'idée dans l'entreprise que finalement, il est peut-être grand temps de se mettre à travailler et réfléchir à un procédé maison. Alors ça émerge aussi à un moment donné où il y a un besoin d'isolant léger qui est croissant, un besoin qui émerge en fait à la fin du 19e siècle, et ce besoin il émerge, je dirais, lié à deux grands marchés finalement, à la fois le besoin pour l'habitat, qui est d'ailleurs celui auquel on pense le plus spontanément et qui émerge d'abord aux États-Unis avec le besoin d'un isolant qui va être léger parce que c'est de la construction en bois. Et puis, faut pas oublier la période où la marine marchande se développe très fortement et on a besoin d'isolants pour les navires et d'isolants qui vont résister aux vibrations. Donc, on a ce contexte, on va dire, où on a émergence forte de besoins qui ne va pas cesser de progresser. Et puis, on a un contexte technique aussi qu'il ne faut pas ignorer. Alors là, je vous ai mis les trois grands procédés, on va dire, qui existent avant le TEL. Donc, le premier procédé industriel, c'est le procédé Gössler, qui est créé en 1919. Le procédé Gössler, sa particularité, c'est qu'en fait, il y a une tuyère dans laquelle on a effectivement le verre fondu qui tombe et qui s'échappe par les trous de la tuyère. Et vous voyez, il y a cette espèce de petit tambour sur lequel les filets en fait de verre fondu vont tomber et vont venir s'entourer pour être étirés. Donc, le premier procédé, c'est finalement un étirage par une force mécanique et par ce tambour. Le deuxième procédé qui est développé en 1918, c'est le procédé Hager. Donc, le procédé Hager, il est différent, lui. On va toujours avoir ce système de verre fondu qui va tomber par une cuillère, à ceci près que ce verre fondu va tomber sur un disque rainuré. Et ce disque rainuré, en fait, va être actionné et tourné très vite. Et via la force centrifuge, le verre qui va s'écouler dans les petites rainures va faire des fibres de verre qui vont s'étirer, je dirais, grâce à la force centrifuge. Et puis, 1932, le procédé Owens apparaît. Alors, le procédé Owens, lui, sa particularité, c'est que la fibre de verre qui va arriver va être étirée par un gaz chaud, par de l'air chaud, pardon, qui va venir souffler et étirer la fibre. Donc, on voit que quand Saint-Gobain va décider de se lancer dans la création d'un nouveau procédé, d'un procédé maison, il y a d'autres procédés qui existent et notamment, il est utilisateur depuis des années sous licence à la fois du procédé Hager et du procédé Owens.
Alors, ce qui est intéressant, et qu'on a pu repérer, c'est que la genèse finalement de ce procédé TEL met en œuvre ce qu'on avait appelé dans d'autres travaux précédents, avec mon collègue Michel Faucheux, la rationalité créative. C'est une forme de pensée, la rationalité créative, qui a été disqualifiée par l'histoire, c'est-à-dire que on a beaucoup entendu parler, on a beaucoup promu, je dirais, y compris dans l'enseignement, la rationalité analytique, qui est une forme de pensée qui est utilisée en conception. Mais pour innover, on a besoin, à côté de la rationalité analytique, de mobiliser la rationalité créative qui, elle, fait émerger et aide à l'émergence de nouveaux concepts. Alors, cette rationalité créative, je dirais, sa particularité, c'est que c'est une rationalité qui conduit à faire de la synthèse, qui est une pensée combinatoire et qui va mettre, je dirais, en résonance, on va faire se rencontrer finalement des univers différents ou des secteurs, des composants, on va dire, qui appartiennent à différents univers. Alors là, typiquement, le procédé TEL, ça va véritablement être une mise en œuvre de la rationalité créative, à la fois dans le concept, puisque finalement, le concept du procédé TEL, qui d'ailleurs initialement s'appelle le LED, j'y reviendrai tout à l'heure, dans un premier temps, c'est une combinaison à la fois du procédé Hager et du procédé Owens. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le procédé tel qu'il est imaginé par Saint-Gobain, tout au début, va consister à prendre le meilleur des deux technologies Hager et Owens, et donc va combiner à la fois l'utilisation de la force centrifuge, à ceci près qu'ils vont remplacer l'assiette rainurée par un disque qui va être perforé, et donc ce disque va tourner très vite et va être mis en mouvement par la force centrifuge, et donc va faire s'étirer des fils via les petits trous de cette assiette, et va combiner je dirais la technologie du procédé Owens, c'est-à-dire que pour permettre d'étirer plus la fibre, eh bien, on va rajouter à cette action de la force centrifuge des gaz chauds. Donc, on voit bien que là, on a une mise en œuvre de cette forme de pensée qui combine justement des procédés existants. Alors, cette forme de pensée créative et cette forme de rationalité créative, on a pu en apercevoir d'autres moments aussi au cours du développement du procédé TEL, puisqu'à un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la qualité de l'isolation est liée en fait à la finesse de la fibre. Plus la fibre sera fine, plus effectivement elle va emprisonner l'air et donc va jouer son rôle. Et donc, effectivement, une des problématiques qu'avait Saint-Gobain, c'était comment on peut étirer pour faire des fibres encore plus fines. Et on a un deuxième moment important, on va dire, de cette mise en œuvre de la rationalité créative, qui est en 1944, où Pierre Hermès et Yvan Péchès vont voir une exposition de V4 allemands. Et là, en fait, ils s'aperçoivent et ils comprennent la façon dont le V2 utilise, et je dirais, la tuyère pour pour mobiliser, on va dire, des gaz très chauds, et ils vont utiliser ce principe justement pour arriver à étirer encore plus fortement la fibre. Donc là, effectivement, on voit que à travers l'exemple du procédé TEL, que pour faire des innovations qui, pour le coup, va être une innovation phare chez Saint-Gobain, eh bien, il faut utiliser et mobiliser cette rationalité créative. Et donc, les enseignements, c'est finalement un éloge de la transgression aventureuse ou de l'indiscipline qui consiste à dire que il faut sortir, je dirais, des sentiers battus si on veut innover. Troisième enseignement de l'histoire du procédé TEL, c'est que souvent on a l'idée, dans les récits qui sont faits de l'innovation, on a un peu l'impression d'avoir comme si c'était un long fleuve tranquille, sans aspérité. Quand on regarde en fait et quand on fait la biographie finalement du TEL, de l'innovation TEL, on s'aperçoit que c'est absolument pas le cas. C'est véritablement une épopée, c'est un processus permanent d'amélioration continue qui est fait d'essais d'erreurs. Et là, je vous ai mis sur la photo de droite, justement, les trois concepts, c'est-à-dire qu'avant d'arriver au procédé TEL qui a été mis en œuvre dès 1957, eh bien, effectivement, il y a différentes versions. On va retravailler, y compris, on passe de ce qu'on appelle le LET au TEL, parce qu'ils vont renverser la machine, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, les fibres on les récupère beaucoup plus
finement en renversant la machine. Donc effectivement, il y a tout un processus long, laborieux, très expérimental, qui permet d'arriver, je dirais, finalement à cette innovation. Alors là aussi, les enseignements qu'on peut tirer, c'est que ça conduit à revisiter ou à s'émanciper, je dirais, du mythe de l'application des sciences, que l'on retrouve très fortement dans le modèle d'innovation de Schumpeter, où on a l'impression que pour innover, il faut partir de la recherche et puis faire du développement, et puis que naturellement et mécaniquement, on va arriver à de l'innovation. En fait, les liens entre la recherche et je dirais l'innovation sont beaucoup plus complexes, et la conception se nourrit de la recherche, de même que la recherche a des problèmes et se nourrit des questions qui sont posées par la conception. Et là, on le voit véritablement lorsqu'on analyse l'histoire du procédé TEL. Quatrième enseignement de ce procédé TEL, c'est une préoccupation permanente de l'entreprise Saint-Gobain pour les clients et les usagers. On a un discours depuis une trentaine d'années qui est très centré sur l'usager, comme si on avait découvert l'usager et son rôle dans les années 80, je dirais d'une certaine façon. En fait, les grandes innovations, quand on fait un peu leur archéologie, on s'aperçoit que systématiquement, c'est pas très souvent, c'est systématiquement, leur point de départ, c'est avoir identifié un besoin et s'être penché et avoir réfléchi usager. Donc, ça veut dire que c'est assez intéressant, parce qu'on voit bien que pour innover, il faut passer d'une vision, on va dire, purement technique à une vision plutôt centrée usager. Et puis aujourd'hui, je dirais même, il faut rajouter la couche vision de la société, ou sens de l'innovation pour la société, si on veut effectivement qu'elle trouve pleinement sa place et qu'elle fasse sens pour notre société. Enfin, dernier élément qu'on peut observer, je dirais, à partir de cet exemple, c'est le fait que cette histoire, une innovation, elle est le fait d'individus qui ont des caractères très particuliers, des profils très particuliers. On l'a bien vu lorsqu'on a fait la généalogie, on voit qu'il y a des figures qui sont un peu saillantes, et toutes, en fait, ces figures qui sont un peu saillantes, ce sont des individus qui n'hésitent pas à traverser les frontières, dont on nous dit ils font des rapprochements illégaux, ils rassemblent les éléments épars. Donc on voit bien effectivement que pour mettre en œuvre cette créativité, cette rationalité créative, eh bien il faut des individus qui, je dirais d'une certaine façon, vont avoir cette souplesse d'esprit et cette façon de voir les choses. Par contre, là aussi, ce que ça nous apprend quand on fait l'archéologie de ces innovations, c'est que l'innovation, elle n'est jamais le fait d'un individu isolé. Lorsqu'on a des biographies d'innovateurs, on a toujours cette image de l'individu héroïque, comme s'il avait fait tout seul. Et quand on regarde effectivement les innovations du point de vue de la biographie d'innovation, cette fois-ci, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut vraiment s'émanciper du mythe du génie solitaire, parce qu'il y a toujours tout un environnement d'acteurs qui gravitent et qui vont apporter des compétences multiples nécessaires au développement de l'innovation. Bertrand, je te passe la parole. Oui, merci Joël. Donc, je voulais parler moins de la réinvention d'innovation finalement, ou de choses qui sont développées dans le passé, qui sont réutilisées, réinventées au vu des évolutions techniques actuelles. C'est un travail de thèse qu'a mené Alexandre Mouton à l'université de Lyon. Une thèse qui aura bientôt lieu là le 3 juin prochain, dans lequel que je rapporte. Et il s'agit d'une étude de cas sur un moteur solaire thermodynamique à faible gradient de température, chargé de récupérer de l'énergie thermique diffuse, et en particulier de l'énergie solaire. Ça a été développé dans le contexte des années 1970, ou une époque bien sûr où beaucoup de choses a été dites ou déjà dites sur la crise écologique qui a été donc renforcée à l'époque par la crise pétrolière en 1973 et 1979. Donc,
qui a créé donc un certain comment dire, développement autour de sources thermiques alternatives. Donc, par ce moteur solaire, en fait, c'est repenser des convertisseurs qui existaient déjà à la fin du 19e siècle, donc essentiellement pour récupérer, enfin à base de chaleur de faible gradient de température, mais qui était aussi déjà pensé vis-à-vis de la récupération de l'énergie solaire. Donc, on est dans d'autres contextes d'utilisation, bien sûr, qui peuvent être aussi, par exemple, l'utilisation de faibles gradients de température en mer entre les eaux de surface et les eaux profondes. Alors, cette technique, elle a été complètement invisibilisée, tombée dans l'oubli dans les années, après les années, à la fin des années 80, en fait, malgré une cohérence technique qui était tout à fait pertinente. Le procédé a été validé en conditions réelles, notamment en Afrique, par exemple, pour créer l'actionnement mécanique de pompes pour pomper l'eau et donc irriguer des cultures en zone très, très reculée. Alors, ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est non seulement, bien sûr, d'ouvrir la boîte noire de la technique, mais aussi d'étudier et de comprendre les multiples ramifications de ce que cette technique va entretenir finalement avec d'autres orientations, et là en particulier des orientations d'ordre technopolitique et des configurations particulières aussi socio-historiques. Donc, c'est un petit peu peut-être pour dire que l'histoire des techniques n'est pas liée uniquement, en tout cas, ça fait partie, je pense, du renouvellement de l'histoire des techniques, n'est pas uniquement liée à la boîte noire, mais aussi à ces environnements. Et donc, si on revisite de nouveau cette technique, eh bien, il peut y avoir peut-être des perspectives aujourd'hui intéressantes dans des contextes technologiques, par exemple les low-tech, par exemple le développement possible de composés techniques simples au travers des Fab Labs pour la récupération non seulement de chaleur diffuse solaire, de rayonnement solaire, mais aussi, par exemple, de chaleur fatale, si le prix des calories est important. Sur la diapo suivante, je voulais revenir sur un cas dont on parle quand même aujourd'hui beaucoup, qui est le cas de la transition énergétique, et en particulier à partir d'un livre qui est paru, dont le titre est La transition énergétique, un concept historique, et en particulier donc sur un chapitre de Yves Bouvier qui s'intéresse donc à l'avènement du nucléaire dans les années 80-90, qui fait partie d'un long processus en fait qui est déjà entamé depuis les années 44. Et entre 44 et 57, il y a voilà plusieurs discours en fait autour du nucléaire qui sont produits, dont un assez dominant d'ailleurs, qui était de faire présenter l'énergie nucléaire comme une énergie de transition vers les énergies renouvelables, et en particulier autour du solaire à l'époque. Donc c'était un moyen peut-être de combler un petit peu le retard, enfin en tout cas la difficulté de développement de technologies solaires puissantes et exploitables facilement. Il se trouve que bon, la filière française a connu certains déboires, et devant un petit peu l'urgence, ou en tout cas certaines orientations technopolitiques, là, pour le coup, eh bien, en 1969, de choisir une filière américaine pour le développement des centrales nucléaires civiles,
avec une accélération, bien sûr, à partir de 1973. De nouveau, la filière française était à deux niveaux. Le deuxième niveau était lié à la filière des surgénérateurs, hein, qui était aussi envisagée comme développement futur ultérieur des centrales nucléaires, mais ça n'a pas eu de suite. Donc là, je dirais, on a un peu l'archétype d'une transition, enfin d'une transition par le haut finalement, et de l'innovation linéaire qui effectivement peut poser problème. Donc, quelle connaissance, quel impact aujourd'hui de cette connaissance historique pour les transitions en cours, sur les réflexions, par exemple, actuellement entre l'EPR versus les énergies renouvelables. Eh bien, on a un débat qui est sans doute renouvelé, important, dans un contexte d'une plus grande horizontalité dans les processus d'innovation, et avec même un discours qui, j'ai lu là récemment le livre de Cédric Philibert, par exemple, sur éolien, donc pourquoi tant de haine, d'avoir finalement un discours inversé où les ENR, et en particulier l'énergie liée au vent, eh bien, serait une énergie de transition avant justement le développement de cette nouvelle filière d'énergie nucléaire. Voilà. Je te laisse. Alors, en fait, je dirais les conclusions auxquelles on parvient avec les exemples qu'on a cités précédemment, c'est qu'on voit bien la portée heuristique de l'histoire. Et je dirais ces constats, on les avait déjà faits dans d'autres travaux qui avaient été publiés avant, autour de la genèse des innovations, qui est publié à l'UTBM, et du numéro spécial biographie d'innovation, qui avait été publié chez East, et qui, dans les deux cas, à partir, je dirais, d'exemples passés d'innovation appartenant à des secteurs très différents et à des époques très différentes, chaque fois montrer que ça pouvait nous apporter des connaissances sur le mode d'existence des innovations. Donc cette portée heuristique, elle est assez générale, et on la retrouve quelles que soient les époques, je dirais, on arrive à tirer les fils d'enseignement. Alors, paradoxalement, et alors que tous ces travaux montrent la portée heuristique de l'histoire, on est dans une société qui met en avant, je dirais, ce que j'appelle le jeunisme. Typiquement, plusieurs fois au sein de mon institution, des collègues m'ont demandé ou étaient un peu intrigués sur le fait que dans mes cours sur l'innovation, je citais des exemples d'innovation en guise d'études de cas qui étaient très anciens, l'imprimerie de Gutenberg, le cinématographe des Frères Lumière, etc., et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je n'enseignais pas l'innovation à partir des innovations contemporaines et très high-tech. Et donc là, effectivement, c'est de là qu'est apparue cette idée, qui est née cette idée d'organiser le colloque Jean-Baptiste C, Imaginer le futur à partir du passé. Et quand j'ai organisé ce colloque en 2020, mon idée, c'était véritablement de pouvoir poser la question de est-ce que on peut avoir des enseignements, on va dire, qui seraient statiques et qui nous seraient d'aucune utilité finalement pour imaginer et penser le futur. Et donc l'objectif de ce colloque, c'était précisément de se dire, est-ce que l'histoire des techniques, l'histoire des innovations, elle est à même d'apporter des éléments de réponse aux grands défis contemporains, c'est-à-dire pas uniquement être des connaissances à plat, statiques, mais avoir finalement un caractère opératoire et nous donner finalement une certaine, ce que j'appelle une boîte à outils, des guidelines, on va dire, pour innover et surtout, je dirais d'une certaine façon, pour éviter de reproduire les erreurs passées. Alors, le colloque Jean-Baptiste C, j'avais un parti pris dans ce colloque qu'on a repris
dans l'ouvrage de valorisation qu'on a coordonné avec Bertrand, c'était de se dire que on peut apprendre du passé aussi bien au regard des succès, chose qu'on trouve très rapidement lorsque vous avez des biographies d'innovation. La plupart du temps, ça va être sur des innovations retentissantes qui ont eu un grand succès. Et c'est plus rare qu'on ait des exemples qui parlent de flop technologiques. Mais l'idée, c'était justement de voir est-ce qu'on peut gagner des connaissances utiles pour le futur uniquement sur des exemples d'innovation réussie, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des enseignements qui peuvent être utiles pour penser le futur, qui résultent, on va dire, des échecs d'innovation. Donc ce parti pris, on l'a repris dans l'ouvrage qu'on a coordonné avec Bertrand. Oui, donc donc on a à peu près il y a 7 auteurs, pardon, qui ont participé à l'ouvrage. Donc le premier, Michel Cotte, eh bien, va essayer d'éclairer finalement la modernité et le changement du système socio-technique lié au développement du numérique, par exemple, à partir de quelques situations donc historiques du 19e siècle. Audrey Colonel s'intéresse à la pluralité des usages de l'innovation dans l'industrie gantière avec une étude sur le terrain de Grenoble de 1820 à nos jours, en étudiant les différentes phases des innovations produites et le lien aujourd'hui avec un processus de patrimonialisation. Aurélie Braillet, donc, qui s'intéresse à l'histoire à la trajectoire d'implantation des micro-ondes dans les foyers français, donc, et revient sur cette difficile pénétration d'ailleurs du micro-ondes liée notamment à des mauvaises connaissances autour des usages culinaires des foyers français, donc avec une succession finalement de flops, enfin quelque chose qui est un petit peu en dents de scie, qui finalement s'impose plus assez tard vis-à-vis d'autres pays comme le Japon ou les États-Unis. Noémie Beuglin donc s'intéresse à l'anticipation romanesque en lien aussi avec l'innovation culinaire, donc notamment dans un contexte de transition alimentaire comme la réduction de l'alimentation carnée, par exemple. Donc tout ce qui a pu y avoir comme anticipation, comme les pilules alimentaires. Le diapo suivante. Et Abdelhak El-Mostin, lui, revient sur l'histoire économique et des techniques au service du développement territorial, donc qui s'intéresse notamment à la place des acteurs locaux et du patrimoine matériel et immatériel dans la valorisation des territoires. Et puis Sophie Boutillier, Blandine Laperche et Didier Lebert reviennent sur le retard de Sanofi dans la course au vaccin contre la Covid-19, avec examiner les raisons technologiques, managériales et institutionnelles, alors que l'entreprise s'était intéressée à l'ARN messager dès les années 1990. Et puis je vais laisser la parole à Marie-France Vernier, qui a consacré son étude à la chronique d'un échec, celui de l'éco-conception d'un aspirateur chez Seb. Ok. Donc bonjour à tous. Je suis un petit peu désolée, je vais être à court de temps, je vais prendre juste 5 minutes parce qu'après j'ai un engagement derrière pour un autre rendez-vous. Vous m'entendez bien? Très bien, oui, merci. Ok, donc en fait, comme je ne sais pas si vous pouvez passer à la slide suivante, on voit bien l'aspirateur. Voilà, ce que je voulais vous montrer en gros plan, c'est que vous avez en haut à droite cet aspirateur qui a été conçu par Roventa et mis sur le marché en 2006, qui est un aspirateur qui est une rupture qui est une rupture forte d'un point de vue technologique, mais qui ne va pas rencontrer de succès sur son marché. C'est ce dont je voudrais vous parler rapidement. Et si vous regardez bien cet aspirateur, en fait, c'est un aspirateur qui est intéressant et qui est fait dans une matière nouvelle, qui est du polypropylène expansé que vous retrouvez dans vos casques de vélo, par exemple, à l'intérieur.
qui est un aspirateur avec une nouvelle motorisation, avec des qualités de réparabilité et de durabilité qu'on n'avait pas à l'époque sur le marché. Donc en fait, Roventa est une marque du groupe SEB, et SEB était à l'époque est toujours en fait dans une démarche d'innovation très forte. Je vous ai mis quelques indicateurs sur les slides. Et à cette époque, le groupe SEB en général commençait à s'engager dans les questions environnementales avec des choses comme des sites qui sont ISO 14001, donc l'aménagement des sites de production, des efforts sur la logistique verte, et cet effort avec cet aspirateur éco-conçu en 2006. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, en fait, rapidement, pour voir quel a été l'effort, je trouve que c'est intéressant de voir quel l'effort a été fait d'un point de vue environnemental. C'est un aspirateur qui est éco-conçu. Donc, l'éco-conception, ça signifie ici qu'il y a eu un effort substantiel qui a été fait pour réduire l'impact de cet appareil sur l'environnement, donc sur l'air, sur l'eau notamment, sur la faune et sur la flore, sur toute sa durée de vie, c'est-à-dire de sa conception jusqu'à sa fin de vie. Et donc, on utilise généralement une analyse qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Vous voyez bien, il y a des efforts qui ont été faits sur de nombreux critères environnementaux avec des améliorations très significatives. Et par exemple, vous voyez, au niveau des composants, on utilise du polypropylène expansé qui rend l'aspirateur beaucoup plus léger et beaucoup plus résistant. Un nouveau moteur qui permettait en fait, pour un même apport en électricité, d'avoir une puissance d'absorption ou d'abduction qui était beaucoup plus importante. Et aussi un appareil qui était de plus petite taille, plus léger, plus facile à transporter. Donc des gains en poids, une résistance au choc, moindre consommation d'énergie, autant pendant la production que pendant l'utilisation de l'aspirateur, une durée de vie plus longue et qu'on pouvait réparer. Vous pouvez continuer. Il a des prix proposés par le ministère de l'économie, et il va faire une communication essentiellement sur quoi? La résistance au choc et la protection des meubles. En fait, on peut littéralement jeter l'aspirateur de son escalier et il résiste au choc. Donc, on va continuer. Voilà, malheureusement, il est retiré du marché. Donc là, vous avez l'image de deux aspirateurs. Le premier qui est en bleu, qui est en polypropylène expansé. Voilà, en fait, ça ressemble à du polyester quand vous le voyez. Et le deuxième, on a essayé de faire une petite amélioration en mettant du plastique plus traditionnel dessus, mais finalement, il est retiré du marché. Donc, dans la slide suivante, je vous propose une petite analyse de ce qui s'est passé autour de cet aspirateur. Donc, en fait, on a un système et on a tout un ensemble d'acteurs qui se retrouvent. Donc, vous voyez, dans ce tableau, il y a un tableau qui indique sous la colonne plus ce qui pousse vers l'éco-conception dans ce secteur, dans cette filière plutôt, et vers le moins, ce qui allait à l'encontre de l'éco-conception. Et ce qui est complètement à gauche, ce sont ce qu'on appelle les institutions réglementaires, normatives ou culturo-cognitives, qui sont en fait des normes, des règles qui existent et qui se mettent en place au sein du champ organisationnel qui est celui autour de l'aspirateur, donc des petits appareils électroménagers, et qui expliquent des changements de comportement pouvant aller vers l'éco-conception, c'est-à-dire vers une réduction de l'impact environnemental. Donc, dans le domaine réglementaire, vous avez des lois, des directives européennes. Dans le domaine normatif, vous allez avoir des nouveaux comportements parmi les consultants dans le domaine de la formation qui vont encourager les initiatives environnementales et notamment autour de l'éco-conception. Dans le domaine culturo-cognitif, on va avoir des représentations sociales de plus en plus favorables aux questions environnementales. Faut penser au rapport Meadows dans les années 70, le fait que dans les années 80-90, les consommateurs sont de plus en plus sensibles, que dans le domaine du marketing, on a des magasins qui mettent en avant les caractères environnementaux, comme le Body Shop. Vous avez des magasins comme Leclerc qui vont proposer des sacs réutilisables. Et vous avez progressivement des représentations sociales qui tirent vers les questions environnementales. Et que se passe-t-il? En termes de légitimité, on se rend compte que Roventa va proposer un aspirateur qui a des qualités environnementales, en fait, qui ne sont pas des qualités attendues par les consommateurs et les distributeurs, donc ils sont peut-être légitimes d'un point de vue technologique, mais pour reprendre les termes de Joël, il n'y avait peut-être pas les besoins. Du point de vue de l'utilisateur, il n'y a pas forcément cette attente, et le sens associé à l'environnement n'était pas à la fois visible pour les consommateurs et peut-être attendu, c'est-à-dire que l'environnement en 2006, ce n'est pas quelque chose qui parle aux consommateurs et aux distributeurs au moment de cet achat. Ensuite, les logiques institutionnelles, c'est-à-dire comment se construisent les relations entre les acteurs. D'un côté, vous avez l'État, avec l'ADEME qui finance le projet d'éco-conception, l'Union européenne avec les nouvelles réglementations, des agences de normalisation, des consultants, l'ENSAM, qui est une école d'ingénieurs qui va financer l'analyse de cycle de vie, qui eux poussent vers l'éco-conception, et à côté, des consommateurs qui sont
intéressés par d'autres caractéristiques qui attendent d'autres choses en matière d'aspiration, et des fabricants en fait, qui font très peu de choses dans ce domaine-là. Il y avait juste Electrolux qui, en 2010, va sortir une gamme d'aspirateurs avec des qualités environnementales puisqu'ils seront avec un taux de recyclage un peu plus important. Si on regarde un peu plus globalement au niveau des secteurs sociaux, on a des métiers qui poussent, des professions en anglais, qui poussent vers les qualités environnementales, vers des formations, vers du conseil, avec des choses comme le cluster CRE, qui est un regroupement d'entreprises pour partager des données en matière d'environnement, le pôle éco-conception, qui est une association d'entreprises avec une chambre de commerce qui permet de faire des diagnostics, d'identifier les axes de progression, un réseau professionnel autour des enjeux logistiques. Et en face, un secteur, celui des appareils électroménagers, où en fait, qu'est-ce qu'on attend? Des aspirateurs avec une très forte puissance électrique, alors qu'en fait, l'éco-conception permet d'avoir les mêmes qualités techniques en consommant moins. Donc, forcément, en termes de watts consommés, l'indicateur baisse. Et puis, les aspirateurs sans sac, c'est la grande époque du Dyson. Et donc, finalement, on voit bien qu'il y a une dissonance. Les attentes des secteurs sociétaux ne sont pas les mêmes. Donc, finalement, on peut s'interroger en termes de conception dominante. Et finalement, vous allez avoir des acteurs qui, sur le petit électroménager, vont avoir des stratégies différentes. Ceux qui suivent oui ou non le standard. Le standard, en fait, ce qui domine l'ensemble des acteurs, en fait, c'est des aspirateurs avec une forte consommation électrique et sans sac. C'est ça le standard, le référentiel. Seb a voulu en sortir, et ça n'a pas marché. Et il y a donc aussi un écart entre les capacités technologiques et les capacités de l'organisation. Technologiquement, ils étaient très forts, mais finalement, l'organisation, c'est-à-dire l'entreprise, la structure, le collectif SEB, quelle est la place qu'ils ont accordée à l'éco-conception? Comment ils ont permis à cette démarche de soutenir une mise sur le marché, de soutenir un développement du produit sur son marché? Et en fait, là, on voit qu'il y a une dissonance et qu'en fait, il y a peut-être une trop grande complexité qui faisait que certains acteurs ne comprenaient pas les enjeux environnementaux à l'époque et qui faisait qu'il n'y avait pas la place pour ce type d'aspirateur. Donc, en fait, ils ont fait un compromis, ils ont parlé de résistance au choc et très peu des qualités environnementales. Juste pour conclure, finalement, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, en fait, ce qu'on voit, c'est peut-être la dernière phrase qui est importante, c'est une période d'apprentissage pour le groupe SEB. C'est ce qu'on pourrait se dire. Finalement, en 2006, ils ont essayé, ça n'a pas marché et ils ont littéralement fermé la boîte, c'est-à-dire que l'aspirateur est mis de côté, il est rangé et c'est refermé. Et qu'aujourd'hui, finalement, si vous écoutez le groupe SEB, ils reviennent, ils parlent d'éco-conception, ils semblent un peu plus légitimes. C'est-à-dire qu'ils commencent à en parler un peu plus, ils sentent que finalement, dans la société, c'est un discours qui peut être davantage entendu. Mais ils restent encore très timides. Et finalement, on peut se demander, mais comment changer les règles au sein d'un système socio-technique qui permet d'aller au-delà de ces logiques qui allaient à l'encontre de l'innovation environnementale? Faut-il des réglementations plus incitatives? Quel est le rôle des politiques publiques? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Des interdictions, inciter, une fiscalité, des subventions, des investissements publics? Ou alors faut-il regarder les démarches RSE des entreprises et se dire les entreprises volontairement peuvent faire la différence? Pensons à The Body Shop, pensons à Patagonia qui sont d'autres secteurs et qui sont des entreprises qui ont réussi à se démarquer en disant nous, on est des pionniers, on arrive à faire notre trou. Finalement, je suis un peu sceptique sur la pertinence des démarches RSE, mais on peut quand même s'interroger sur la capacité d'une entreprise à essayer de changer les règles, les référentiels, finalement, sur le marché, et pour pouvoir emporter finalement l'adhésion des users qui sont eux qui décident du succès ou non de l'innovation. Voilà, je vais devoir vous laisser puisque j'entame un autre rendez-vous. Je vous remercie. Merci Marie-France. Merci Marie-France. Bien, donc à présent, on va essayer de tirer quelques fils, on va dire, de ces différents exemples qu'on a esquissés et de l'exemple qui vous a été présenté du chapitre, enfin, du contenu du chapitre de Marie-France. Première chose que ça met en exergue et que ça nous inspire, je dirais, c'est qu'on voit bien que aujourd'hui, et pour faire face aux grands défis contemporains, il ne suffit pas d'être bon techniquement. Et je dirais que moi, pour être dans une école d'ingénieurs, je m'inquiète pas sur la capacité des ingénieurs à trouver des solutions techniques pour résoudre tel ou tel problème. Mais on l'a bien vu dans l'exemple que vient de relater Marie-France Vernier.
Encore faut-il que cette technique, elle soit créatrice de valeur, qu'elle réponde à un besoin, parce qu'effectivement, sinon on arrive à faire du flop, et qui est aussi, qui n'y ait pas de disjonction de sens, je dirais, entre la création de valeur pour l'usager et la création de valeur pour la société. Parce que je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on porte vraiment attention, y compris quand dans des écoles comme la mienne, on forme à l'innovation. L'idée, c'est pas de former des spécialistes en innovation gadget, mais il faut réfléchir à comment on peut faire et comment on peut développer des innovations qui ont un sens pour notre société. Et c'est dans cet esprit qu'on a créé d'ailleurs, conçu l'ouvrage L'innovation au service de la société. On a développé l'approche PSI, une approche en fait qui présente un certain nombre d'outils qui permettent de questionner le sens pour l'usager et la société au cours du processus d'innovation et notamment dans les phases amont quand on va justement poser le problème. Et tout ça, d'ailleurs, ça nous a amené, en réfléchissant avec Bertrand, à nous dire, mais est-ce que finalement, il ne serait pas grand temps d'effectuer un glissement et de passer du champ des sciences techniques et sociétés vers celui des sociétés techniques et sciences? Parce qu'effectivement, rien que le fait d'avoir un champ, on va dire, de réflexion qui articule ces trois dimensions, mais qui commence par science, est-ce qu'on n'est pas toujours dans cette idéologie scientiste? Et rappelez-vous, en 1933, pour l'exposition universelle, le slogan de l'image, c'était la science découvre et on applique. Et l'usager, finalement, et lui, il s'adapte. C'était vraiment les trois mots. Donc, effectivement, on est peut-être sur un triptyque qui met la société finalement au bout de ligne. Il serait peut-être grand temps qu'on mette la société au début du processus et puis qu'on articule ça avec les possibilités de développement technique et scientifique. Et donc, pour prolonger un petit peu ce que vient de dire Joël, effectivement, c'est une réflexion aussi sur les questions de l'interdisciplinarité, voire de la transdisciplinarité, dont on sait aujourd'hui qu'on a une division du travail scientifique qui est assez poussée, hein, la spécialisation est très forte, pour justement aller chercher de nouvelles connaissances. Mais aujourd'hui, le maillon de relier ces connaissances, il est malheureusement un peu faible, y compris au sein de l'institution universitaire. Voilà. Alors, effectivement, en reprenant ce champ des STS, donc sciences techniques société ou sciences and technology studies, hein, qui est un champ reconnu peut-être plus d'ailleurs au niveau de l'international qu'au niveau au niveau français, avec une prise en compte quand même importante de l'aspect analyse historique des techniques et des sciences. Et donc rappeler un petit peu que l'apport central des STS, ça tient dans leur capacité à expliquer de façon dynamique la fabrique de l'ordre des savoirs, y compris les savoirs techniques, et la fabrique de l'ordre social. On peut donc parler à ce moment-là de sciences en société, c'est-à-dire la troisième sphère là, qui est en bas, où la sphère académique finalement est complètement intégrée à la société, les sciences en société, en maintenant quand même un espace intérieur professionnel non perméable à 100%. Diapositive suivante, je vais essayer d'accélérer. Effectivement, dans ces questions d'innovation et en particulier sur les innovations aujourd'hui dans des comment dire, dans une certaine complexité sociétale, eh bien l'importance d'élargir les parties prenantes. Alors c'est effectivement réalisé par le paradigme là, des trois hélices, hein, qui déjà est présent depuis quelques années. Donc, essayer au sein de regrouper au sein de dispositifs donc, des universitaires, des industriels et puis également les politiques publiques.
Il y a pas mal de propositions aujourd'hui pour élargir ces 3 hélices en 4 ou 5 hélices, c'est-à-dire prendre en compte, par exemple, pour la 4e, prendre en compte les publics, la société civile, les aspects culturels, les aspects artistiques dans le développement de l'innovation, et puis inclure également en 5e hélice, par exemple, les aspects dits non humains, c'est-à-dire les aspects environnementaux, les aspects écologiques, les aspects de transition énergétique. Et pour terminer, donc, penser les transitions, puisque c'est les thèmes importants du moment, penser les transitions non pas comme quelque chose qui est forcément linéaire, mais comme un processus où il convient de travailler des ouvertures possibles, c'est-à-dire que entre ces 3 sphères, par exemple, trois pôles concernés par la recherche, l'action et la participation, eh bien aujourd'hui, il y a effectivement pas mal de développements, comment dire, bilatéraux entre chacun de ces pôles, hein. C'est le développement de l'interdisciplinarité. Il y a aujourd'hui un challenge pour essayer de trouver des dispositifs, des façons de faire pour articuler ces 3 pôles pour réellement créer les conditions d'une recherche en société et par la voie de recherche-action participative, par exemple, et définir donc les recherches et les innovations appropriées en lien avec des questionnements sociétaux exprimés. Voilà, pour conclure, donc, en guise de conclusion, eh bien, ce livre, c'est quoi? C'est aussi un plaidoyer pour une diffusion plus large de l'histoire des techniques au sein de notre société, mais aussi au sein des formations universitaires et d'ingénieurs. Un plaidoyer aussi qui tente de réactualiser la nécessité de développer une culture technique et également pour développer comment dire, une meilleure démocratie technique. Démocratie technique pris par exemple en rapport avec les forums hybrides qui peuvent être développés sur des aspects de controverse, essentiellement au niveau national d'ailleurs, les développer non seulement au niveau national, mais aussi au niveau territoriaux, et prendre en compte et dépasser aussi les aspects de forums hybrides sur des aspects de recherche en intégrant d'autres acteurs dans ces recherches que les acteurs académiques. Voilà, je pense qu'on a terminé et on est ouvert donc à vos questions. Merci beaucoup. Merci Joël et merci Bertrand. Plus Marie-France, mais elle est partie. Vous lui transmettrez. Il y avait un commentaire de David Fayon dans le chat que je vous lis. Parfois, il vaut mieux avoir du retard sur le marché plutôt que de lancer un produit bancal, surtout dans un domaine sensible comme celui de la santé. Je pense que c'est par rapport à l'exemple de Sanofi et des vaccins et puis, une question de Christophe. Tu veux peut-être la poser, Christophe? Oui, ben merci beaucoup déjà pour la richesse de cette présentation. Alors j'avais une question un peu large dans le sens où le futur dont il est question ici, il est naturellement, mais au regard de vos recherches et de votre savoir-faire, il est très orienté innovation, produits, techniques, technologiques. Est-ce que vous avez en tête ou est-ce que vous travaillez sur une projection d'imagination du futur où le passé pourrait également aider à imaginer de nouveaux futurs, mais plus sur l'angle de nouveaux modèles, par exemple, nouveaux modèles sociétaux? Voilà. Est-ce qu'il y a
des recherches qui s'effectuent sur ce sujet-là. Je sais pas. Joël, tu... Pardon, il fallait que je remette mon micro. Alors, c'est vrai que tous les exemples qu'on a donnés sont plutôt, on va dire, sur une réflexion, oui, innovation de produit, hein. Pour autant, ah, alors oui, c'est vrai que moi, dans les exemples que j'ai traités, je suis en train de faire un petit peu le tour dans ma tête rapidement de ce sur quoi j'ai travaillé. C'est plutôt des prospectives, on va dire, de produits. Pour autant, par exemple, typiquement, l'approche PSI qu'on a développée, c'est une approche qui se veut pas justement uniquement centrée sur du produit. C'est bien ce qu'on dit dans l'introduction, c'est que tout type d'innovation, qu'elle soit de marché, qu'elle soit de procédé, en fait, il faut qu'elle pense justement et qu'elle se projette à la fois à l'échelle de l'usager et des questions qui sont beaucoup plus larges, on va dire, de la société. Donc, mais c'est vrai que tous les exemples qu'on a traités, enfin, en tout cas, moi que j'ai traités, sont effectivement sur de l'innovation de produit. Merci. Je peux rajouter quelque chose, mais c'est plus en rapport aussi à mes activités, hein. Je suis pas prospectiviste, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il me semble qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de se projeter dans le futur, même si l'éclairage du passé, justement avec cette fonction de stimulation intellectuelle, quoi, un petit peu quand même, mais la projection dans le futur est extrêmement complexe, me semble-t-il, et par rapport à des anticipations, enfin, par rapport aux prospectives peut-être plus anciennes, ça me semble aujourd'hui assez difficile d'avoir des projections à quelques dizaines d'années, et encore moins une centaine d'années. Euh, voilà, je travaille par exemple avec un doctorant sur les modèles du GIEC et puis les projections climat. Voilà, il y a un certain nombre de scénarios. On a un petit peu creusé un petit peu ces scénarios. Ils sont quand même assez optimistes. Ils sont lissés par rapport à un tas de modélisations un petit peu différentes. Donc finalement, les projections à 100 ans, c'est pareil difficile. Donc le point de vue en fait sur lequel moi je travaille, c'est sur une problématique de transition, c'est de dire que, eh bien, autour d'une problématique de transition, quels sont les acteurs clés, les acteurs importants, et travaillons ensemble sur une problématique qui s'affiche, une problématique qui va être plutôt contextualisée, très contextualisée. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir la traiter de façon inter- ou transdisciplinaire. Parce que le danger de faire l'interdisciplinaire sur des grandes échelles, en fait, c'est finalement de ne pas faire grand-chose. L'idée, c'est non pas voilà, de penser le futur, mais c'est de penser un processus. J'ai une question un peu sous forme de commentaire. Quand on parle du passé, on peut remonter très très loin dans le passé. Et est-ce que vous avez travaillé sur, par exemple, sur le biomimétisme? Parce qu'on a coutume de dire que la nature, c'est quand même 4 milliards d'années de R&D. Donc, si on veut se pencher sur le passé, donc là, on a un champ certainement tout à fait important et probablement assez fécond en matière d'innovation pour le futur. Hmm. Euh, oui, vas-y. Ouais. Moi, personnellement, non, j'ai pas travaillé sur ces thèmes-là. C'est pas... En fait, moi, je dirais que le défaut que j'ai, hein, sans doute, c'est que tous les travaux de recherche que j'ai entrepris sont toujours partis d'innovation. Et donc, de fait, j'ai fait l'archéologie de ces innovations pour essayer de voir ce que ça nous donnait
comme enseignement? Qu'est-ce que ça déconstruisait comme mythe autour de l'innovation? Parce qu'en fait, il y a plein de mythes qui gravitent autour de l'innovation. Et qu'est-ce que ça empêchait aussi de poser comme question? Typiquement, quand le bouquin est sorti, là, Dimitri Usunidis m'avait demandé est-ce que tu pourrais pas nous faire un papier sur l'énergie? Et c'est vrai que au début, je me suis dit, enfin, sur l'énergie, moi, c'est pas mon domaine, hein, donc et en fait, je me suis prise un peu au jeu de me dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait glaner comme information quand on adopte la perspective historique. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde l'histoire de l'énergie et des dispositifs, on va dire, qui ont permis de faire de l'énergie, et les différentes sources d'énergie qui ont été exploitées aussi au fil du temps, on s'aperçoit que les problématiques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire de substituer à une énergie qui, au bout d'un moment donné, n'est plus suffisante en capacité d'autres technologies qui permettent de l'exploiter, ou substituer d'autres sources d'énergie qui vont pouvoir permettre, je dirais, de prendre un petit peu le relais, ce qui explique qu'on passe du charbon au pétrole, et puis que quand on s'aperçoit que le pétrole va devenir une ressource rare, on se dirige sur d'autres produits. Donc en fait, on s'aperçoit que les logiques de développement des objets techniques, je dirais, des dispositifs, des procédés, sont toujours liés à une problématique à la fois d'optimisation, on va dire, de la ressource, pouvoir en capter plus loin, etc., ou plus, et à des objectifs de se dire, il faut trouver de nouveaux gisements ou de nouvelles énergies. Mais quand on regarde ça finalement rétrospectivement, on se rend compte que d'une époque à l'autre, les objectifs sont les mêmes. Et ce qui moi, m'a frappé, c'est quand on regarde pendant le choc pétrolier de 73, et puis qu'on regarde, je dirais, ce qu'on nous avait annoncé comme une crise majeure qu'on allait avoir cet hiver où on n'aurait pas de chauffage, etc. En fait, les procédures qu'on a mis ont été exactement les mêmes que celles de 73, qui étaient exactement les mêmes qui ont été mises en œuvre quand on a commencé à avoir peur d'avoir du charbon. Donc, on a toujours les mêmes réflexes. Et inversement, on occulte toujours, ou on passe sous le tapis toujours la même chose, c'est-à-dire que systématiquement, on se dit, le point de départ de la réflexion, c'est on a besoin de produire plus d'énergie, et donc comment on fait, comment on optimise, etc. Et jamais on s'est posé la question de, mais pourquoi j'ai besoin de toujours plus d'énergie? Et est-ce qu'on ne peut pas raisonner sur, ou est-ce qu'on ne prend pas finalement le problème du mauvais côté, on se dit, enfin, parce que de fait, on ne questionne pas notre besoin incessant d'énergie qui est pour produire des objets qui ne répondent pas à des véritables besoins. Donc, et ça, je trouve c'est intéressant parce que si on ne fait pas cet exercice historique vraiment sur la très longue durée, ça veut dire qu'à aucun moment donné, on se pose cette question de se dire, mais enfin, c'est une course sans fin, quoi. Et peut-être qu'il faudrait se poser les vraies questions, et d'autant plus avec les préoccupations, on va dire, environnementales qu'on a aujourd'hui. Je vais rebondir, si tu le permets, sur cette question énergétique. Et justement, c'est en rapport avec la Sophrêtès, parce que le point central, en fait, du non-développement, on va dire, de ce procédé, eh bien, c'est la question de l'efficacité, c'est la question de la puissance, en fait, et de l'efficacité du transfert entre énergie solaire et puis ce que ça produit en termes d'énergie mécanique. Et donc, ça pose la question de la puissance, en fait. Et effectivement, quand on dit qu'on a besoin de plus d'énergie, eh bien, automatiquement, on va penser qu'on a besoin de plus de puissance qu'on puisse développer. Mais en fait, pas forcément, puisque si on organise finalement les pics de consommation de façon différente, donc vraiment de l'innovation là, organisationnelle, en tout cas, eh bien, la puissance, on en a moins besoin. Et donc, on pose le problème finalement différemment. L'importance, et c'est ce qui, moi, me travaille beaucoup avec la méthode justement basée sur la notion de recherche participative, c'est justement de pouvoir poser les bonnes questions. Le questionnement initial, il est finalement assez fondamental pour
pour la suite des développements. Sur le biomimétisme, je n'ai pas travaillé non plus, mais enfin, sur des travaux scientifiques antérieurs, effectivement, enfin, je ne sais pas ce que vous sous-entendiez avec le biomimétisme, mais si je pense par exemple, bon, je travaillais dans le domaine de l'électronique, développement d'antennes directives ou des choses comme ça, eh bien effectivement, on va chercher des structures un petit peu particulières qui sont liées par exemple aux ailes de papillons, et comment retraduire avec les nanotechnologies ce type de structure pour s'en servir, pour avoir des objets techniques plus performants en termes de directivité, par exemple. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, enfin, mais je me trompe peut-être, hein, c'est pas mon domaine, mais on se sert beaucoup du biomimétisme, mais par morceaux. C'est-à-dire en fonction finalement de quelque chose qui reste très, très linéaire, c'est-à-dire une amélioration technique. Euh, et c'est tout. Et c'est pas pensé dans de façon systémique, de façon globale. Enfin, je ne sais pas hein, si c'était le sens de la question. Si, enfin, la question c'était comment s'inspirer de la nature, hein, puisqu'il y a des millions d'années d'expérience, voilà, hein, quand on parle du passé. Est-ce que je peux poser une question, Eric? Bien sûr. Oui, je m'appuie un peu sur mon expérience. J'ai été pendant pas mal d'années en charge des politiques d'innovation et des conseils en politique d'innovation au gouvernement quand j'étais à l'OCDE, il y a pas mal d'années. Je pense que c'est très intéressant, ces exemples concrets qui ont été donnés. Ce qui me semble utile dans le travail de regarder le passé, notamment sur un échantillon d'exemples, c'est de voir les fautes qui se répètent, quels que soient finalement les objets auxquels on prête attention, que ce soit un réacteur surrégénérateur ou que ce soit un aspirateur. Et ça permet notamment, en fonction de la culture ou de la manière dont la société fonctionne dans un pays déterminé, de voir finalement quels sont les biais qui font que ça marche ou ça marche pas. Et je pense que ce travail précisément rétrospectif, répété sur un certain nombre d'exemples, est très instructif. Alors les grands programmes français, ils ont relativement bien marché. Jusque sur Régénérateur. Ils ont commencé à se planter, si je peux permettre, avec l'Océan et le CNEXO, où c'était le premier programme où on mettait pas le paquet, où il n'y avait pas de coordination réelle entre les acteurs. Sinon, avant, on a eu des choses assez remarquables, que ce soit dans les trains, l'espace ou le nucléaire. Donc, je voudrais dire que cette analyse est intéressante, vraiment, de ce point de vue-là. Le deuxième observation que je voudrais faire, c'est, on voit bien sur l'exemple de l'aspirateur, c'est qu'en fait, il y a trop d'acteurs dans le système et il n'y a pas quelqu'un qui a une idée claire où est-ce qu'il veut aller. Et à partir de là, on finit par fabriquer un objet qui n'intéresse pas grand monde et les concepteurs sont incapables de vendre ce qui peut intéresser le consommateur. Et la dernière observation, alors j'ai pas mal travaillé avec Jocelyn Noblet à une époque. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait. Là, la problématique d'arriver à mobiliser je dirais, le consommateur dans ce qu'il a de diffus, le public dans ce qu'il a de diffus, passe effectivement par, d'une part, lui donner des canaux d'expression. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a quand même des canaux beaucoup plus puissants qui n'existaient il y a une vingtaine d'années, avec tout l'Internet et tout le collaboratif. Mais c'est pas suffisant. Il faut une culture technique.
Et la question de la culture technique dans la population est centrale. En particulier aujourd'hui, par rapport à la problématique de la transition énergétique et écologique. Si on veut avoir une expression suffisamment puissante qui réponde à des besoins bien compris, il faut cette culture technique qui est également une culture économique et sociale d'ailleurs, et à la limite politique autour de la technique. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que finalement mes observations rejoignent les idées centrales que vous avez mises et je voulais vous en remercier. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Éric par rapport à la culture. Et hier, en préparant cette agora, on a eu une discussion avec Joël et Bertrand sur la formation, la formation. Hein, vous êtes tous les deux enseignants. Et vous disiez que aujourd'hui, ce qui est un peu dommageable, c'est que le milieu académique est un peu organisé en vertical, en silo, quelque part, et que vous déploriez qu'il n'y ait pas plus de transdisciplinarité. Je crois qu'on a parlé même c'était quoi votre expression, d'indiscipline intellectuelle. Hein, voilà. Si vous voulez commenter, ça peut être intéressant. Oui, le constat qu'on faisait hier, c'est qu'effectivement, les problématiques d'innovation, on voit bien pour innover, on a besoin de différentes expertises et on a besoin, nous typiquement, moi en tant que chargée innovation, il y a une dizaine d'années à l'INSA de Lyon, la volonté, c'était que tous nos élèves ingénieurs soient formés à l'innovation. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai porté ce projet et très vite, je me suis rendu compte que en portant ce projet, il y avait soit la velléité, ou le risque, je dirais, que ce soit juste une formation avec une visée technique et formée à l'innovation, c'était formé à des outils à la CAO, etc., parce qu'il y avait une vision un peu réductrice. Soit de l'autre côté, c'était faire de l'innovation pour de l'innovation. Et en fait, nous, on a beaucoup créé et travaillé pour installer dans notre école des réflexions justement qui permettent, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre, de montrer un petit peu, je dirais, tous les facteurs clés qu'il faut prendre en compte, qu'il faut mettre en œuvre pour porter l'innovation. Et du coup, ça nécessite justement des compétences, on va dire, un petit peu en anthropologie, de sociologie, de marketing. Et il faut arriver à faire cohabiter tout ça dans un parcours de formation, mais d'articuler ça aussi avec nos collègues qu'on appelle de sciences pour l'ingénieur, avec la coloration technique, question de bien montrer et faire bien prendre conscience à nos élèves que ces questions, elles sont liées, que c'est pas à un moment donné, je fais de ce qu'on appelle des SHS, et puis ensuite, j'ai fini ma copie, alors là, je fais de la technique et j'oublie les grands principes que j'avais définis ou les grandes directions que j'avais définies en amont. Donc, en fait, l'idée, nous, c'est de les faire tricoter et on essaye de créer des dispositifs comme ça, mais c'est très compliqué parce que on n'est pas habitué à fonctionner comme ça, parce que malheureusement, notre système fait qu'on est un peu rangé dans des boîtes et qu'il faut être étiqueté de façon disciplinaire, je dirais, et qu'il y a très peu, si on regarde en tant que recherche, il y a très peu de sections qui sont justement interdisciplinaires. Nous, avec Bertrand, on a la chance d'appartenir à une des rares sections interdisciplinaires qui est la section 72 d'histoire et d'épistémologie des sciences et des techniques, qui regroupe justement un petit peu des enseignants-chercheurs qui ont cette vision large. Mais on est vraiment une minorité en France. Globalement, la recherche, elle se fait par discipline, elle s'évalue par discipline, et donc elle conduit à faire quoi? Elle conduit à faire des enseignements disciplinaires dans le supérieur. Donc ça, effectivement, c'est un des points dont on discutait hier et qui est une réalité, quand bien même ça fait 30 ans qu'on entend parler il faut des programmes de recherche interdisciplinarité. Tout le monde, au niveau du ministère, depuis des années, nous parle d'interdisciplinarité, sauf qu'on ne sait pas l'évaluer, on ne sait pas la reconnaître. Et donc, du coup, ça désincite un certain nombre de recherches. La deuxième chose, pour revenir sur le volet culture technique, nous aussi, les enseignements, en tout cas moi, ceux que je dispense à l'INSA,
Je les oriente tous depuis une bonne dizaine d'années maintenant sur la culture technique parce que paradoxalement, et moi je parle pour les écoles d'ingénieurs qui sont celles que je connais le mieux, hein, puisque je suis enseignante, la culture technique dans les écoles d'ingénieurs, pendant longtemps, elle a été réduite à maîtriser des compétences scientifiques et techniques. Donc, savoir, il faut être bon en maths, en physique, en méca, et puis ensuite, il faut connaître les lois de tel développement, etc. Et nous, ce qu'on essaye de faire passer depuis des années, y compris à travers des nouveaux formats pédagogiques et l'innovation, et je trouve un beau prétexte pour articuler tout ça, c'est de faire prendre conscience justement que un objet, c'est à la fois des connaissances scientifiques et techniques, mais c'est à la fois des usages et c'est à la fois un rapport à la société. Et quand je dis société, c'est à la fois l'environnement, mais c'est à la fois à notre façon de vivre. Et que en pensant finalement les innovations, c'est aussi une façon de nous penser nous-mêmes. Et c'est là où je rejoins le projet de Denoblet, et on va dire de l'époque, il y avait plein de chercheurs qui plaidaient pour ce développement de la culture technique, parce que effectivement, je pense que la technique, les innovations, et aujourd'hui les innovations, c'est véritablement une façon de nous projeter finalement sur quel type de société on veut pour plus tard et quel type de société on conçoit lorsque l'on conçoit. Et je pense qu'un ingénieur doit se poser cette question, de même qu'un usager, un citoyen doit se poser cette question quand il achète son produit. Parce qu'effectivement, il a une forme de culture technique qui va lui permettre de réparer son objet technique, il a des connaissances qui lui permettent de l'utiliser et il a des usages, mais il a aussi, quand il fait le choix d'acheter tel ou tel produit, un rapport à la société en validant ou en invalidant justement des types de sociétés vers lesquelles ça nous engage aussi. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette session. Merci à tous, merci aux participants, merci à Nicolas pour l'aspect technique et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Merci à vous. à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.